Imaginons un instant qu'on puisse observer la membrane d'une cellule unique. D'accord. Mais on la grossit 1 million de fois. Ouais, un sacré zoom. C'est ça. Et on s'attendrait peut-être à voir un truc hyper simple, genre, je sais pas, une petite bulle basique, une sphère, toute lisse. C'est l'image qu'on a souvent en tête, ouais. Exactement. Mais la réalité, c'est que, à cette échelle nanométrique, c'est pas du tout ça. On se retrouve face à une vraie métropole grouillante. Une densité incroyable, ouais. Complètement dingue. On y trouve des structures immenses qui servent de portes, des pompes mécaniques qui font entrer et sortir des molécules, des espèces de câbles de transport. Mhm. C'est un niveau de complexité et de chorégraphie qui donne littéralement le vertige. Et le truc, c'est que pendant très longtemps, la biologie moderne s'est contentée d'observer cette métropole. De la regarder de loin, quoi. Voilà. Les chercheurs essayaient juste de cartographier ces rues, de comprendre comment le trafic y circule naturellement. Ouais. Et surtout d'identifier qui fait quoi dans cette ville microscopique. L'approche classique, c'était vraiment de disséquer la nature pour la comprendre. Mais aujourd'hui, l'objectif de notre exploration approfondie, c'est de comprendre comment on passe de cette simple observation à la création pure et simple. C'est le grand saut. Ok, décortiquons ça. On ne se contente plus de regarder la carte de la ville, on commence carrément à concevoir nos propres véhicules sur mesure pour y circuler. Exactement. Et pour comprendre ce basculement, on se base sur des recherches récentes de Microsoft Research. Ouais, MSR. C'est ça. Ils ont présenté ça lors d'une conférence vraiment passionnante au MIT. Parce qu'on entend constamment parler de l'intelligence artificielle générative pour créer des images de dingue ou rédiger des poèmes, hein. C'est clair, c'est partout. Mais là, la mission de cette équipe biomédicale, c'est d'utiliser l'IA pour inventer de toutes pièces de nouvelles briques fondamentales pour le vivant. C'est ouf. C'est fascinant. Parce que l'ambition va bien au-delà du simple exercice de style en informatique. C'est clair. La mission de Microsoft Research ici, c'est vraiment d'aborder la biologie comme le système d'information le plus vaste et le plus complexe au monde. Ouais, un ordinateur géant. Voilà. Et c'est pas juste de la recherche théorique isolée dans un labo. Le but, c'est de repousser les frontières technologiques pour débloquer des avancées hyper tangibles dans les sciences de la vie. Et la raison pour laquelle quiconque s'intéresse à l'avenir de la santé devrait vraiment tendre l'oreille, c'est la finalité de cette technologie. Tout à fait. On parle de concevoir des thérapies entièrement sur mesure. Mhm. Imaginez, si un patient a une tumeur spécifique, la promesse, c'est de pouvoir concevoir mathématiquement une molécule qui ciblera uniquement ces cellules cancéreuses. Et en épargnant totalement les cellules saines. C'est ça la magie. C'est la fin potentielle des chimiothérapies, qui détruisent tout sur leur passage. Exactement. Mais bon, pour comprendre comment un algorithme peut accomplir un tel exploit, il faut d'abord poser les bases. Comment cette fameuse métropole biologique est-elle codée ? Eh bien, dans ce monde cellulaire, les véritables ouvriers, les actionneurs de la biologie, on va dire, ce sont les protéines. Les protéines, d'accord. C'est elles qui exécutent la quasi-totalité des fonctions physiques et chimiques. Ouais. Pour digérer un nutriment, il y a une protéine. Pour transmettre un signal électrique dans le cerveau, il y a une protéine. Même pour copier l'ADN, il me semble, non ? Exactement, il y a encore une protéine pour ça. Ok. Donc si on file un peu la métaphore linguistique, on pourrait dire qu'une protéine, c'est comme une phrase très complexe qui accomplit une action spécifique. J'aime bien cette image, ouais. Et les mots de cette phrase, ils sont composés de lettres. En biologie, ces lettres, ce sont les acides aminés. Tout à fait. C'est un alphabet chimique discret. Il faut savoir qu'il n'y en a qu'une vingtaine dans la nature. Mais la façon dont on enchaîne ces 20 lettres sur une chaîne qui peut faire, des centaines de caractères de long, Ouais, parfois des milliers. eh bien, cet ordre dicte absolument tout ce que la protéine va faire. L'analogie de la phrase fonctionne super bien, mais il faut absolument lui ajouter une dimension spatiale cruciale. C'est-à-dire, En biologie, l'ordre des lettres, donc ce qu'on appelle la séquence, ça ne détermine pas seulement le sens abstrait de la phrase. ok, Cet ordre dicte la forme physique, la géométrie en 3 dimensions que cette chaîne va adopter en se repliant sur elle-même. ah, donc la phrase se plie comme un origami, quoi. C'est exactement ça. Et historiquement, la recherche, elle fonctionnait un peu à sens unique. Ouais, On observe une séquence dans la nature, on utilise des outils pour deviner sa structure 3D, et à partir de la forme de cette structure, on déduit sa fonction. séquence, puis structure, puis fonction. Voilà, D'ailleurs, c'est exactement ce que fait l'outil AlphaFold, non ? Celui qui a fait la une de tous les journaux. tout à fait. AlphaFold, c'est le champion de ça. C'est un traducteur brillant, en fait. Il lit la séquence de lettres trouvées dans la nature et il prédit la forme 3D exacte. C'est ça. Mais
mais ça reste de la traduction. Ça n'écrit pas de nouvelles histoires. Ce que tente de faire l'équipe de Microsoft Research là, c'est de renverser complètement ce modèle. Le changement de paradigme, il est là. Le nouveau grand défi, c'est d'inverser la flèche du temps de la recherche. Ok, Au lieu de partir de la séquence pour suivre la fonction, on part de la fonction qu'on désire. ah ouais, On dit à l'algorithme, j'ai besoin d'une molécule qui accomplit telle action mécanique précise. Et l'algorithme, il doit générer la séquence d'acides aminés inédite qui sera capable de s'assembler pour réaliser cette action. c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour générer de la nouveauté aujourd'hui, l'informatique s'appuie beaucoup sur des modèles de diffusion. Ouais, les fameux. Quiconque a généré une image par IA a utilisé la diffusion continue. Le principe est simple, hein. Le programme prend une image de base, disons un chien, et il ajoute progressivement du bruit visuel. Du flou, quoi. C'est ça, un flou qui s'intensifie jusqu'à ce que l'image devienne de la pure bouillie de pixels. Et l'IA s'entraîne ensuite à faire le chemin inverse. Le débruitage. Exactement. Elle part du bruit, retire le flou étape par étape et fait apparaître une image inédite. Sauf que là, j'ai une vraie contradiction qui me bloque. Je vois très bien où on veut en venir. La différence entre un pixel et un acide aminé, ça change effectivement toute la donne mathématique. Ah oui, une séquence d'acides aminés, c'est pas une image continue. Non, pas du tout. C'est un texte. Ce sont des données discrètes. On ne peut pas flouter la lettre A pour qu'elle devienne doucement, genre à 50% la lettre B. Non, elle est soit A, soit B. C'est binaire. Enfin, pas binaire, mais discret. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ce concept de bruit ou de diffusion à du texte biologique? On ne peut pas juste baisser l'opacité d'une molécule, quoi. Et c'est justement l'obstacle fondamental qui a nécessité la création de IvoDiff par Microsoft Research. Ah, IvoDiff. Puisqu'on ne peut pas ajouter un flux graduel, le modèle utilise ce qu'on appelle la diffusion discrète. Diffusion discrète, ok. Au lieu de dégrader l'image en douceur, il corrompt l'information de manière assez abrupte. De quelle façon? Eh bien, à chaque étape de l'entraînement, il prend une séquence d'acides aminés et il masque certaines lettres au hasard en les remplaçant par un jeton spécial qui signifie juste inconnu. Un trou, en gros. Voilà, et dans d'autres cas, il fait muter brutalement une lettre vers une autre de façon totalement aléatoire. Attends, donc pour reprendre notre analogie linguistique de tout à l'heure, si la phrase naturelle c'est le chat noir boit du lait », Ouais, très bien. la première étape de corruption donnerait un truc genre « le masqué noir boit du masqué ». Exactement. Puis l'étape suivante muterait un mot au pif, genre « le masqué rouge boit du masqué ». C'est tout à fait ça. Et à la fin, on a juste une suite de caractères incompréhensibles ou de masques vides. C'est une sorte de jeu du pendu extrême, en fait. C'est une super métaphore, hein, et c'est exactement là que réside l'apprentissage. Face à cette séquence qui est totalement corrompue, à la fois, le réseau de neurones, il doit apprendre à reconstruire la phrase originale. D'accord. Il doit déduire ce qui se cache derrière le masque en analysant le contexte des lettres qui restent autour. Ouais. Et l'avantage massif de cette méthode sur les anciens modèles de langage, c'est que IvoDiff, il n'apprend pas seulement à prédire la lettre suivante de gauche à droite. Ah, comme le ferait un clavier de smartphone. Exactement. Là, il apprend à remplir les blancs dans n'importe quel ordre. Ça lui permet de développer une compréhension globale de la grammaire biologique. D'accord. Donc le modèle s'entraîne à remplir les blancs, mais pour qu'il comprenne cette fameuse grammaire qui est quand même si complexe, il lui faut une bibliothèque gigantesque. Oh oui, massive. Et selon les sources, c'est là qu'IvoDiff prend une direction hyper surprenante. Quelles données ont nourri cette IA au juste? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la décision de s'affranchir complètement des données structurelles en 3D. Sérieux? Ouais. IvoDiff a été entraîné sur un ensemble d'environ 50 millions de séquences protéiques brutes 50 millions? et collectées à travers tout l'arbre évolutif du vivant, hein, des bactéries, des fonds marins, aux plantes, en passant par les mammifères. Waouh! Et le plus dingue, c'est que cet entraînement s'est fait sans fournir la moindre annotation sur la forme que prennent ces protéines dans l'espace. Zéro info 3D. Attends, 50 millions de séquences pures. Ça paraît énorme, mais il faut le mettre en perspective avec ce qui se faisait avant. Ouais, Jusqu'ici, les modèles d'IA en biologie se basaient souvent sur le Protein Data Bank, c'est ça? c'est ça, la PDB. La base de données des structures 3D découvertes en laboratoire. Et de mémoire, la science n'a réussi à confirmer expérimentalement la structure exacte que d'environ 300 000 protéines. C'est à peu près cet ordre de grandeur, ouais. On passe donc d'une base d'apprentissage de 300 000 structures connues à 50 millions de séquences brutes. La différence d'échelle, elle est colossale. Elle l'est. Mais la quantité, c'est une chose. La qualité de ces données, c'est ça qui change tout.
Comment ça? Se reposer uniquement sur les 300 000 structures connues en laboratoire, ça introduit un biais scientifique massif. Ah bon? Bien sûr, les chercheurs humains, par la force des choses, ils n'étudient en laboratoire que les protéines qui coopèrent. Attends, c'est-à-dire? Certaines protéines refusent d'être étudiées? En quelque sorte, ouais. En cristallographie ou en résonance magnétique, pour observer la structure 3D d'une protéine, il faut absolument qu'elle soit stable. D'accord. Donc les scientifiques privilégient naturellement les protéines qui se dissolvent bien dans l'eau, qui sont compactes, globulaires. Les bonnes élèves, quoi. Voilà. Et au niveau de leur architecture, ces protéines de laboratoire, elles regorgent d'une forme géométrique très spécifique qu'on appelle l'hélice alpha. L'hélice alpha, ok. Par conséquent, un modèle d'IA qui est entraîné uniquement sur ces 300 000 structures, il va développer un biais énorme. Ah, Il croira que la quasi-totalité des protéines de l'univers doivent être bourrées d'hélice alpha et être solubles dans l'eau. ah, je vois. C'est comme si, mettons qu'on voyait entraîner une IA à générer des modèles architecturaux de maisons, Ouais, mais qu'on ne lui montrait que des photos de chalets en bois sous la neige, simplement parce que ce sont les seules photos qu'on avait sous la main. exactement. Si on lui demande ensuite d'inventer un nouveau bâtiment, elle va générer un chalet. Forcément. Même si on a besoin d'un gratte-ciel ou d'une tente nomade, elle saura faire que des chalets. C'est exactement le principe du biais de sélection. En nourrissant EvoDiff avec 50 millions de séquences issues directement du séquençage génétique brut, sans passer par ce filtre du laboratoire, On évite le chalet, hein. on contourne complètement ce biais. L'IA accède enfin à l'immensité de la diversité naturelle. Ça inclut les protéines très flexibles, celles qui vivent cachées dans les membranes grasses des cellules, et tout un tas de motifs architecturaux que l'humain n'a pas encore réussi à photographier avec ses rayons X. D'accord, donc l'algorithme a vraiment digéré toute la diversité de l'évolution. C'est ça. Il est capable de pondre de nouvelles phrases biologiques sur un écran d'ordinateur. Mais le grand saut, c'est la réalité physique, non? Ah oui, l'épreuve du feu. Parce que la biologie, elle pardonne pas les erreurs de syntaxe. Si une séquence est mauvaise, la molécule s'effondre, elle devient inutile, voire carrément toxique. Comment on passe du code informatique à la preuve physique? C'est là qu'intervient l'épreuve du laboratoire expérimental dont on parlait. Pour tester vos diffs, les chercheurs de MSR ont utilisé une méthode très familière en informatique, le prompting, Le prompting. mais appliquée à la biologie. Genre, comme quand on donne un début de phrase à un chatbot pour qu'il invente la suite. C'est exactement le même mécanisme, mais transposé à la matière organique. Fou. Les chercheurs disposaient d'un petit morceau de protéines naturelles. Un motif très court dont la seule fonction connue, c'est de s'accrocher fermement au calcium. Ok. Une sorte de pince à calcium? Voilà. Ils ont inséré cette courte séquence dans EvoDiff et ils lui ont demandé de générer des centaines d'acides aminés tout autour pour créer une structure de soutien inédite. Waouh. En gros, l'IA devait inventer un échafaudage sur mesure qui maintiendrait cette fameuse pince à calcium dans la bonne position spatiale pour qu'elle fonctionne. Donc, s'ils confient cette séquence générée par ordinateur à un véritable laboratoire, comment ils font physiquement? Ils l'impriment? Et surtout, est-ce que cet échafaudage virtuel, il a tenu le choc face aux lois de la physique une fois synthétisé? Alors, pour la synthèse physique, ce qu'on appelle le wet lab ou laboratoire humide, on n'imprime pas vraiment, on utilise généralement des bactéries. Ah, les fameuses bactéries de labo. On injecte le code génétique qui correspond à la séquence de l'IA directement dans l'ADN d'une bactérie. Et elle fait le boulot. Exactement. La bactérie se met à fabriquer la protéine physique, comme une petite usine. C'est génial. Et une fois la protéine extraite et purifiée, les résultats ont été analysés. Et devine quoi? Les protéines générées par EvoDiff se sont révélées stables, solubles, et surtout, elles accomplissaient leur mission. Elles attrapaient le calcium? Elles se liaient avec succès aux ions calcium en laboratoire. Il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce point. Parce que le mécanisme caché derrière ça est juste stupéfiant. C'est vrai. EvoDiff n'a reçu aucune règle de physique. On ne lui a jamais appris la thermodynamique, les forces d'attraction ou la répulsion de l'eau. Comment un simple modèle linguistique qui ne fait que manipuler des lettres, comme au Scrabble, peut-il pondre un objet physique qui respecte les lois de la gravité et de l'énergie? La réponse, elle se trouve dans les 50 millions de séquences de l'évolution dont on parlait. Ah oui? L'IA a détecté ce qu'on appelle la coévolution. La coévolution. Imagine deux acides aminés très éloignés dans la séquence de lettres. Disons un à la position 10 et un autre à la position 150. Ok. Très éloigné sur la chaîne. Si, en observant des millions d'exemples à travers différentes espèces, l'IA remarque que chaque fois que la position 10 subit une mutation, la position 150 mute également pour compenser. Attends. Ah! Tu vois le truc? Mais oui.
Parce que pour que l'une doive compenser l'autre, ça veut dire qu'une fois la protéine repliée en boule, la position 10 et la position 150 se touchent physiquement en 3D. C'est exactement ça. L'IA a déduit la géométrie spatiale simplement en observant les corrélations statistiques dans le texte sur des millions d'années d'évolution. C'est brillant. C'est l'essence même de l'apprentissage profond. Les lois de la physique sont cachées dans les statistiques du texte. Magnifique. Mais attention, faut pas non plus conclure que l'algorithme remplace le biologiste en blouse blanche. Ah non, bien sûr. Le travail en laboratoire humide y reste indispensable. Ce qui change, c'est l'accélération phénoménale de la recherche. Ouais, on gagne en temps fou. Historiquement, trouver une molécule thérapeutique, ça demandait des années de criblage assez hasardeux. Chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà, aujourd'hui on entre dans une boucle vertueuse. L'IA génère des candidats hyper ciblés, le labo les synthétise et les teste rapidement. Et les résultats repartent dans la machine. Exactement. Les succès comme les échecs sont réinjectés dans le modèle pour affiner ses prochaines prédictions. C'est ce qui rend cette avancée si importante pour les gens, en fait. On réduit drastiquement le temps de développement d'un médicament, qui prend normalement 10 ou 15 ans, pour apporter des solutions aux patients beaucoup plus vite. C'est le but ultime. Et ça nous pousse à regarder au-delà de la molécule isolée dans sa petite boîte de pétri. Le cancer, par exemple, c'est pas juste une protéine défaillante. Non, c'est bien plus vaste. C'est tout un écosystème cellulaire qui déraille. Alors comment on passe de cette minuscule pince à calcium à une application médicale sur un patient tout entier? Si on relie ça au contexte global de la médecine de précision, l'approche doit en effet changer d'échelle. Logique. C'est tout l'enjeu du partenariat stratégique dont parlent les sources entre Microsoft Research et le Broad Institute. Le Broad Institute affilié au MIT et à Harvard, c'est ça? Oui, un centre d'excellence mondial. L'objectif clinique avec eux, c'est de mesurer l'état moléculaire complet de cellules cancéreuses prélevées sur des vrais patients. Ah ouais? Des données réelles. Et là, l'IA ne se contente plus de dessiner une protéine. Elle ingère ces profils cellulaires massifs pour prédire comment une cellule malade entière réagira à telle ou telle perturbation médicamenteuse. Donc on modélise la maladie numériquement pour tester le remède virtuellement, avant de retourner au labo pour confirmer. C'est la promesse. Et d'ailleurs, les sources soulignent que l'équipe s'attaque même à l'échelle supérieure, celle des tissus, avec la pathologie numérique. Ah oui, la vision par ordinateur. C'est ça. Ils utilisent l'IA pour analyser des images de biopsie entières, ce qui aide les médecins à pronostiquer l'évolution d'une tumeur juste en analysant son organisation spatiale globale. En fait, l'IA intervient du nanomètre jusqu'au centimètre. Absolument. C'est vraiment une stratégie multi-échelle. Cependant, déployer une capacité de conception biologique aussi puissante, ça soulève inévitablement des questions critiques de sécurité. Évidemment. Lors de la présentation au MIT, les questions du public ont pointé vers un sujet incontournable, le dilemme du double usage. Le fameux dual use. C'est un point sur lequel on se doit vraiment de s'attarder. Oui, c'est crucial. Parce que la logique, elle est implacable. Si un outil mathématique est assez sophistiqué pour concevoir une protéine inédite qui guérit une maladie en ciblant une cellule précise, Il y a un revers à la médaille. bah oui, cet outil est de fait capable de concevoir une toxine synthétique redoutable, un agent pathogène nouveau contre lequel le système immunitaire humain n'a absolument aucune défense. La puissance de création est la même, que ce soit pour le bien ou pour le mal. C'est un risque inhérent à toute technologie de rupture, de la fission nucléaire à l'ingénierie génétique. C'est vrai. Les documents et la conférence montrent bien que la communauté scientifique ne cherche pas du tout à occulter cette réalité. Ils ne font pas l'autruche. Non, la gestion du double usage est traitée comme un paramètre de conception fondamental dès le départ. Il ne s'agit pas d'un débat philosophique abstrait pour eux, mais d'un vrai défi concret de cybersécurité et de biosécurité. Mais concrètement, comment on gère ça? On ne peut pas désapprendre une formule mathématique une fois qu'elle est publiée. C'est sûr. Si le code de Devodif ou de ses successeurs est accessible, qu'est-ce qui empêche un acteur malveillant de s'en servir dans son coin? Eh bien, la régulation ne se concentre pas uniquement sur l'algorithme, mais surtout sur le point de contact avec le monde physique. Le monde physique. Ah, le wet lab. Voilà. Pour transformer une séquence générée par IA en arme biologique, il faut physiquement synthétiser l'ADN correspondant. Ouais, l'imprimer, en gros? C'est là qu'interviennent les protocoles de gouvernance. Eric Horvitz, le directeur scientifique de Microsoft, est d'ailleurs cité comme travaillant activement à la formulation de ces politiques au niveau gouvernemental. Ok. Et l'une des approches majeures, ça consiste à réguler et équiper les entreprises qui fournissent ces services de synthèse d'ADN. Ah, je comprends.
C'est comme mettre un filtre sur l'imprimante 3D. C'est exactement l'idée. Même si quelqu'un télécharge les plans d'une arme, l'entreprise de synthèse qui reçoit la commande d'ADN a l'obligation de scanner la séquence avec ses propres IA défensives. Tout à fait. Et si la commande ressemble de près ou de loin à une toxine ou à un virus connu, la synthèse est bloquée. Fin d'histoire. C'est le principe du filtrage à la source, ouais. Couplé à un plaidoyer pour des normes internationales de biosécurité. Ça paraît logique? L'approche consiste vraiment à maximiser le bénéfice clinique monumental de ces modèles génératifs, tout en imposant des garde-fous stricts sur l'infrastructure physique qui permet de leur donner vie. La technologie est neutre, mais son déploiement exige une sacrée architecture de sécurité. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au bout du compte? Si on prend un peu de recul sur toutes ces sources, le constat il est clair. La relation de l'humanité à la biologie est en pleine mutation. C'est une révolution. On quitte l'ère de la découverte accidentelle où l'on fouillait la nature dans l'espoir de trouver une molécule utile pour entrer de plein pied dans l'ère de l'ingénierie sur mesure. L'ingénierie du vivant. Des architectures informatiques inventées à la base pour prédire le mot suivant dans un texto sont en train de devenir les architectes de nos futurs médicaments. La biologie devient littéralement programmable. Et cette programmabilité, elle ouvre la voie à une dernière réflexion assez vertigineuse qui émerge de ces données. Vas-y, je t'écoute. Considérons un instant l'échelle temporelle. D'accord. La nature, par le biais de l'évolution, a mis des milliards d'années de mutations aléatoires, d'essais-erreurs face aux pressions climatiques, aux prédateurs, tout ça pour sculpter le catalogue des protéines naturelles qui existent aujourd'hui sur Terre. C'est clair. Chaque molécule actuelle a gagné sa place au terme d'un processus de sélection impitoyable. C'est un processus qui est extraordinairement lent. Et en face, l'IA génère des séquences de protéines totalement inédites en quelques secondes sur un serveur. Et c'est là le cœur de la réflexion. Nous produisons des protéines complètement synthétiques qui n'ont jamais été soumises à la sélection naturelle. Ah ouais? Des molécules qui n'ont jamais eu à faire leurs preuves dans l'arène de l'évolution. À mesure que nous allons concevoir et relâcher ces molécules d'un genre nouveau, purement mathématique, dans des applications médicales, agricoles ou environnementales. Ouais. Et comment vont-elles interagir à très grande échelle avec la complexité ancestrale de nos écosystèmes biologiques? Waouh! C'est une question scientifique absolument fascinante pour quiconque s'intéresse à la trajectoire du vivant. Une vraie collision entre le temps algorithmique et le temps géologique. C'est fou. On a commencé cette exploration en zoomant sur une cellule vivante pour observer sa métropole grouillante. La carte de cette métropole est désormais numérisée, décodée, et nous commençons tout juste à en tracer de nouvelles routes. Reste à voir où ces routes nous mèneront.